Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur France O et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Cette émission, vous la connaissez, vous l'adorez, elle s'appelle Flash Talk et vous le savez, c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. On est à Paris aujourd'hui pour se poser cette question, toutes et tous ensemble, faut-il interdire la prostitution ? C'est peut-être le plus vieux débat du monde, il revient régulièrement dans l'actualité sans jamais réellement être tranché. Il divise même les associations et les féministes. Et bien aujourd'hui, c'est vous qui allez faire ce débat, vous le savez, Flash Talk, c'est votre émission. Et vous en débattez aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk sur Twitter, en likant aussi notre page officielle sur Facebook. C'est Mélanie, notre community manager cette semaine. Elle va lire tout ce que vous envoyez, les commentaires, les tweets, les posts. Et puis elle vous a même posé aussi 2 questions en sondage sur notre Instagram officiel. Ces 2 questions, les voici. Faut-il interdire la prostitution ? On vient de le dire, mais aussi pénaliser les clients. La solution magique. On connaîtra le résultat de ce sondage à la fin de l'émission. À côté de Mélanie se tient aussi notre cartooniste, c'est Mickaël. Il va regarder l'émission et puis ensuite il va gribouiller, crayonner. J'irai le voir au moins 2 ou 3 fois, histoire de voir ce que lui a dessiné. Et puis aussi vous dire, mes amis, que c'est la seule émission Flash Talk intégralement filmée au smartphone. Qui a envie de filmer cette émission aujourd'hui ? Je suis d'humeur joyeuse. Mademoiselle, je vous prête ce téléphone. Vous faites partie de l'équipe aujourd'hui. Monsieur aussi, bienvenue dans la famille. Leurs conditions de travail sont de plus en plus précaires, leur sécurité de moins en moins assurée. On se souvient du meurtre l'été dernier de Vanessa Campos au Bois de Boulogne. Alors faut-il interdire la prostitution ou au contraire faut-il instaurer un cadre protecteur qui leur permette d'exercer leur activité en toute sécurité ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Bonjour, c'est quoi ton prénom ? Je m'appelle Nathan. Où est-ce que tu vis, Nathan ? À Saint-Ouen dans le 93. Bon, c'est la question qu'on pose et qu'on va poser à tous les gens qui nous regardent et qui sont ici à Paris aujourd'hui. Faut-il interdire la prostitution ? Alors je pense pas, non. Je suis travailleur du sexe et du coup si on interdisait la prostitution, je me retrouverais non pas au chômage parce qu'il n'y a pas de chômage pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Du coup je me retrouverais littéralement sans rien. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de fiche de paye. Alors je pose la question. Non. On peut se déclarer, mais on ne touchera pas les mêmes bénéfices que toutes les autres personnes. On est obligé de passer par des déclarations au niveau des impôts qui vont être de l'ordre d'un statut d'auto-entrepreneur. Donc tu serais pourquoi plutôt mieux encadré ? Faire en sorte que vos conditions de travail soient un peu plus cool ? Je suis un petit peu allergique au mot cadre, mais je pense que si on pouvait mettre en place des logements, enfin, des sortes de coopératives où on pourrait s'entraider entre travailleuses et travailleurs du sexe, ouais, je pense que ça serait la seule solution envisageable pour moi. Bon bah reste avec nous parce que je suis sûr que ton témoignage va nous apporter encore plein de choses pendant cette émission. Alors faut-il interdire la prostitution ? Vous, monsieur ? Oui, bonjour. Comment vous appelez ? Alain. Alain, est-ce qu'il faut interdire la prostitution ou plutôt instaurer un cadre protecteur pour les travailleurs et travailleuses du sexe ? La question ne se pose pas d'interdire, mais du côté des consommateurs. À mon sens, il est impensable que des hommes consomment, et c'est ça le sujet central. L'interdiction, c'est secondaire, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, les clients sont pénalisés, on va le voir justement, notamment depuis une loi de 2016. Le délit de racolage a effectivement été supprimé. Ce sont les clients qui sont pénalisés. Et pour beaucoup, cette loi qui était censée protéger les travailleurs et travailleuses du sexe les a au contraire précarisés. On fait le point en chiffres sur ce débat avec le Data Flash de Juliette Jean. Entre 20 000 et 40 000 personnes se prostitueraient aujourd'hui en France. D'où viennent-elles ? 8 prostituées sur 10 environ seraient d'origine étrangère et sous la coupe d'un proxénète. La loi sur le délit de racolage passif de 2003 pénalisait les prostituées. Depuis, la prostitution est moins visible mais n'a pas disparu pour autant. Aujourd'hui, 60% des travailleuses du sexe officient sur Internet. Les sites de petites annonces payantes offrent plus de discrétion. Mais qui dit annonce sur Internet ne dit pas forcément travailleuse indépendante. Les agences passent très souvent par ces sites pour vendre des tournées de sexe à travers la France.
Pour lutter contre ce trafic d'êtres humains, la France a choisi de s'aligner sur le modèle suédois. Depuis 2016, les prostituées sont considérées comme victimes. En revanche, les clients sont pénalisés par une amende. Quels sont les autres modèles possibles? En Allemagne, la prostitution est légale, tout comme les maisons closes. Les prostituées ont droit à une protection sociale. En Belgique, la prostitution est légale, mais les maisons closes ne le sont pas, ce qui ne veut pas dire que cette interdiction est respectée. En Russie et dans une majorité des pays de l'Est, la prostitution est illégale sous toutes ses formes. En France, faut-il abolir ou réglementer la prostitution ? Moi, je me tiens aux côtés de Rosanne Ischer. Bonjour Rosanne, comment ça va? Très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout d'avoir accepté notre invitation. On voulait ton témoignage, Rosanne, puisque tu ne le caches pas, tu t'es prostituée pendant 22 ans tout en étant maman. Est-ce qu'on peut dire que tu es abolitionniste? Je suis profondément et viscéralement, oui, abolitionniste. Tu disais que je suis une rescapée. On est des survivantes. On a créé un groupe en France justement de survivantes, un mouvement de femmes qui luttent contre les violences à l'intérieur de la prostitution. Pendant mes 22 années de prostitution, j'ai connu combien d'amis qui sont mortes. Ce n'est pas la loi qui les a tués, c'est le client, c'est le proxénète. Et tant que la loi ne sera pas appliquée clairement en France, il lui faut du temps. Il faut au moins 5 ans pour que ça soit mis en place. Des femmes vont encore mourir. Toi, tu parles aussi d'esclavage sexuel. C'est de l'esclavage sexuel. De toute façon, qu'on soit nous, au nom de notre liberté, on se met nous-mêmes en esclavage et on autorise les autres à mettre des femmes en esclavage. Moi, je connais plein de jeunes filles qui sont actuellement prostituées par leurs copains ou par leur mari. Est-ce que c'était ton cas, toi, pendant ces 22 années? Tu avais ce qu'on appelle un proxénète? J'étais mon propre proxénète. Moi, j'ai été victime quand j'étais enfant. C'est ce qui a fait de moi la prostituée que j'étais pendant 22 ans. On ne devient pas prostituée, on est construit prostituée. C'est ce qu'on a vécu. C'est tout un processus dans l'enfance qui nous emmène à nous prostituer à un moment ou à un autre. On tombe dedans. Sur la question de la liberté de disposer librement de son corps, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai été libre pendant 22 ans. Je me considérais libre. Mais la liberté, c'est aujourd'hui que je l'ai. Aujourd'hui, j'ai le choix de dire oui ou non. À l'époque, je n'avais pas le choix. Je suis avec Thierry Chafausser, qui est porte-parole du syndicat du travail sexuel. Vous-même, Thierry, vous êtes travailleur du sexe, ancien candidat suppléant aux législatives Écologie Les Verts à Paris, auteur du livre « Lutte des putes, vous prostituez depuis l'âge de 20 ans ». Est-ce que vous considérez que vous avez le choix pour répondre à Rosanne? À titre personnel, je peux parler de choix, mais après, je pense que la question du choix, c'est un peu un faux débat, parce qu'on parle de travail. Et je pense que pour la majorité des travailleurs, le travail, c'est lié à une nécessité économique. Donc, en fait, dans l'industrie du sexe, on retrouve exactement les mêmes cas de figure qu'on retrouve dans toutes les autres industries, donc avec des personnes qui font ça parce qu'elles ont besoin de payer leur loyer, voilà, pour payer la vie courante, etc. C'est un travail comme un autre pour vous? Je dirais pas que c'est un travail comme un autre pour autant, puisqu'on est quand même stigmatisé, qu'il y a une criminalisation, qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres travailleurs. Donc je pense que l'enjeu du débat, il est là aujourd'hui. C'est que nous, on revendique l'accès aux droits communs et effectivement, au moins, l'égalité dans l'accès aux droits par rapport aux autres travailleurs. Et la comparaison avec l'esclavage que vient de faire Rosanne, elle vous fait réagir? Je pense que c'est un amalgame qui est vieux, hein. Ça fait très longtemps que les abolitionnistes amalgament travail sexuel et esclavage. Je pense qu'il est préjudiciable parce qu'à cause de ça, on a des politiques prohibitionnistes qui visent à empêcher l'exercice du travail sexuel. Et c'est précisément ça qui rend l'exercice du travail sexuel plus dangereux, avec une dégradation de la santé, enfin avec plein de problématiques, effectivement. Donc en fait, si vous voulez, on est un peu dans un cercle vicieux, puisque d'un côté, on nous dit c'est dangereux à cause justement de ces lois de prohibition, et à chaque fois, on nous dit qu'il faut toujours plus de pénalisation sous prétexte de protection, et en fait, on se retrouve encore plus en insécurité, donc on s'en sort plus. Mais quand on voit ce chiffre qu'on entendait dans le sujet précédemment, 8 prostituées sur 10 qui seraient sous la coupe aujourd'hui de proxénètes, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on dit c'est la liberté de chacune, ou alors est-ce qu'il faut les défendre contre elles-mêmes d'une certaine manière? Alors déjà, le chiffre est mensonger.
puisque c'est un chiffre qui n'a aucune base scientifique. Donc à moins qu'on considère que tout le monde est un proxénète, puisque moi, on peut dire mon propriétaire est proxénète, mon bulldog français est proxénète parce que je dois lui payer ses croquettes. Donc effectivement, la définition du proxénétisme en droit français, elle est tellement large qu'on peut dire que tout le monde est proxénète. Sauf qu'à un moment donné, il faut sortir de cette confusion générale, parce que la prohibition, en réalité, ça crée un système à part. Aujourd'hui, les clients qui sont pénalisés, ils ne peuvent plus signaler à la police des cas d'abus éventuels qu'ils pourraient repérer. Aujourd'hui, les ressources de la police, elles sont diverties vers l'arrestation des clients plutôt que de lutter contre la traite des êtres humains. On va entendre le point de vue justement du policier qui est avec nous aujourd'hui, mais d'abord je crois que Rosanne, vous vouliez réagir. Ben oui, alors Rosanne, qu'est-ce que nous dit Thierry? Si je résume rapidement, la prohibition, ça sert à rien, quoi. Ah, ça sert à rien, non. Moi, je ne parle pas d'interdiction, je parle de protection, c'est-à-dire inverser la charge pénale. Je participe à des stages clients. Je peux vous assurer que les clients, quand ils en repartent, nous disent merci. Et merci de les informer de la réalité des personnes prostituées. C'est quoi ce genre de stage? Alors, c'est des stages chez des clients qui ont été arrêtés, pris sur le fait, donc, et qui doivent participer à ce stage où on leur enseigne donc, la violence vécue, le processus des réseaux. Et je peux vous assurer que les clients, quand ils repartent, sont ravis et ont des regrets aussi d'avoir pu aller voir une personne prostituée, de se servir d'un corps humain, parce que c'est quand même d'un corps qu'on parle. C'est pas d'un achat, c'est pas d'un morceau de steak, c'est pas d'un produit. Restez bien avec nous, Rosanne, on va vous réentendre tout au long de cette émission. Alors je suis avec Denis Ponton qui est commandant de police, ancien patron de la brigade de répression du proxénétisme de Strasbourg. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Flash Talk. Est-ce que vous vouliez rebondir déjà sur ces chiffres qui ont été donnés ? Absolument. De toute façon, ces chiffres, on n'a aucun chiffre officiel. De toute façon, je suis rentré en contact avec la prostitution en 1977. C'est la date à laquelle, jeune inspecteur de police, je suis arrivé à la brigade des mœurs de Strasbourg. Et je constate que si longtemps après, il n'y a rien à changer. Rien n'a changé. Au contraire, c'est même pire qu'avant. Donc, de temps en temps, merci de m'applaudir. De temps en temps, nos législateurs, pour se donner bonne conscience, parce qu'ils sont harcelés par les mouvements féministes, abolitionnistes, etc., prennent des mesures. Donc, ils ont pris d'abord des mesurettes. Ils s'en sont d'abord pris aux prostituées. Ils se sont dit, tiens, mais s'il y a de la prostitution, c'est parce qu'il existe des prostituées. Ça, c'est le délit de racolage passif. Donc, je ne sais pas si vous voyez, le racolage passif, en fait, on verbalisait une attitude. C'était une attitude de nature à susciter la concupiscence de partenaires éventuels. Il faut le rechercher. Bon, bref. Et puis, d'un seul coup, nos législateurs, ils ont dit, mais après tout, s'il y a de la prostitution, c'est peut-être parce qu'il y a des prédateurs, et les prédateurs, c'est des clients. Et ça, c'est un truc qui me hérisse le poil, parce que tous les clients, si c'était vrai, si c'était le cas, si tous les hommes étaient des prédateurs, il faudrait interdire, il faudrait punir les hommes, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous citer... De la même manière, toutes les prostituées ne sont pas contraintes et obligées. Donc il faut laisser la liberté absolue aux femmes et aux hommes de se prostituer ? Écoutez, les clients, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je contrôlais une prostituée, elle me dit « Excuse-moi, il y a un client ». Le client, c'était un handicapé, mais vraiment très handicapé, le genre de mec qui ne risque pas de faire une rencontre agréable dans un bar ou dans une discothèque. Une fois par mois, il allait voir cette prostituée pour y trouver son bonheur. Donc il faut arrêter cette hypocrisie. En France. Vous restez avec nous, on va vous faire réintervenir, mais je pense que vos propos suscitent déjà pas mal de débats autour du tapis, Raphaël. Je veux faire réagir la co-porte-parole de cette association féministe qui s'appelle Les Effrontés, Marion Duquesne. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, ça vous fait réagir ce que dit Denis ou ce qu'on a entendu depuis le début de l'émission ? Bien sûr, moi ça me fait réagir parce que quand on se penche sur la question de tous les pays qui ont réglementé la prostitution, que ce soit en Australie, dans certaines provinces, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne ou aux Pays-Bas, des rapports même des gouvernements montrent que la violence envers les personnes prostituées n'a pas du tout baissé, que les moyens qui sont investis dans le contrôle de la prostitution légale ne sont pas investis dans les... On va vous laisser la parole dans une seconde. On va laisser Marion terminer. Donc ces rapports qui ont été réalisés par les gouvernements, qui ont même interrogé des policiers, montrent que tout l'argent qui est investi dans le contrôle de la prostitution légale, du coup, n'est pas investi dans le contrôle de la prostitution illégale. Je ne sais plus si c'est en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Ils expliquent que 90% de toute la prostitution a lieu en dehors du cercle légal parce que la prostitution légale ne peut pas répondre à la demande, et on se rend compte que du coup, pour faire baisser l'offre, il faut faire baisser la demande.
Des propos déjà qui font chauffer l'audience. Je me tiens à côté, c'est un hasard, hein, vous êtes mis ensemble, mais quand même, Giovanna Rincon, présidente de l'association Accepteste, directrice. Alors j'explique, si les gens ne connaissent pas cette association, vous aviez organisé le rassemblement en mémoire de Vanessa Campos. Vous avez été travailleuse du sexe pendant 12 ans, tu l'es toujours, depuis 12 ans au bois de Boulogne. Depuis 25 ans. Qui m'écrit ces fiches? Ce n'est pas possible, il n'y a rien de bon là-dedans. Tu t'appelles bien, tu t'appelles bien Giovanna. On est là et on parle à la première personne. Oui, parce que c'est ce que tu... On est concerné, on parle à la première personne. Là, je t'ai entendu, tu étais énervé justement, tu disais « Ah bah tiens, on va entendre les féministes qui parlent à la place des autres, alors que moi je suis là et je veux parler en mon propre nom. » Alors, s'il y a un féminisme respectueux vraiment de la parole des personnes concernées, je veux bien. Mais quand des féministes qui parlent sans savoir, tout simplement parce qu'ils sont partis à faire de la recherche sur Internet et voir des chiffres complètement bidons, puisqu'à un moment donné, qu'on est ici sous la tribune et on ne se rappelle même pas des chiffres, je trouve que ça, c'est faire de la désinformation. C'est intoxiquer les gens et je trouve ça complètement indigne qu'on invite sur des tribunes des personnes qui ne sont pas concernées. Ok, je veux bien que les personnes puissent débattre, mais... Tu sais, c'est le principe de Flash Talk. La parole est ouverte et les gens viennent aussi apporter des témoignages et leurs analyses. Mais le sujet est extrêmement humain. Il y a des personnes, il y a Vanessa Campos qui a été assassinée au bois de Boulogne. Donc les violences continuent. Et quand on entend des gens tout simplement qu'il faut faire de la rééducation forcée auprès des travailleuses du sexe, qu'il faut les enfermer pratiquement parce que c'est la solution, il faut que tout le monde ici, il y ait une sexualité complètement propre. Et donc en termes de sécurité, en termes de santé sexuelle, en termes de vie humaine, on ne peut pas se permettre d'élasser les paroles à des personnes qui ne maîtrisent pas, qui ne sont pas concernées, qui ne savent qu'est-ce que ça signifie travailler dans le métier du sexe, tel que c'est mon cas. Donc, bon, en tout cas, merci d'être là. Ça va vous permettre de débattre aussi et que les gens qui nous regardent ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux puissent aussi se faire une idée. Tu pars pas, tu restes avec nous, hein? Ah bah non, quand même. J'ai pris plaisir maintenant. Hein. Ah bah tu restes alors. Hein. Et on donne la parole à tout le monde dans Flash Talk. Raphaël le rappelait, c'est le concept de l'émission. Marion, quand même, peut-être on va vous laisser répondre. Oui, je tiens à dire déjà que je ne parle pas à la place de qui que ce soit parce que je n'ai pas la prétention de connaître la réalité de votre activité et de votre vie. Je ne fais qu'évoquer des rapports qui ont été constitués par des gouvernements. Rapport bidon. Je vous les enverrai si vous voulez. Ils ont été effectués par des gouvernements qui ont légalisé la prostitution. On n'est pas des imbéciles. Hein. On sait lire et écrire aussi, même si je suis étrangère, mademoiselle. Mais je ne vous ai jamais dit que vous ne saviez pas lire ni écrire et je ne vous ai jamais insulté de quoi que ce soit. Voilà. Alors, je crois qu'il y a le mouvement du nid qui est là parmi nous aujourd'hui aussi et qui veut prendre la parole. Bon, on laisse tout le monde s'exprimer aujourd'hui dans Flash Talk. On essaye de respecter toutes les paroles. C'est vraiment le principe de l'émission. Bonjour. Bonjour. Vous représentez donc aujourd'hui sur ce plateau l'association du nid, association de défense des droits des femmes pro-abolition. Oui, alors le Mouvement du Nid, c'est une association qui a plus de 80 ans et qui accompagne, qui rencontre des personnes prostituées, 5000 chaque année sur les lieux de prostitution. Effectivement, on est une association qui défend l'abolition de la prostitution et qui s'est battue pour la loi qui commence tout juste à être appliquée, la loi de 2016, qui est une loi qui est progressiste, qui est dans l'histoire des violences faites aux femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes, et qui dit que non, acheter un acte sexuel quand il n'est pas désiré, c'est pas autorisé, au même titre que harceler sexuellement ou violer quelqu'un. Alors, vous connaissez l'argument, évidemment, qui existe et qui a encore été développé ici tout à l'heure, c'est de dire cette loi, finalement, elle précarise, elle met davantage en danger les prostituées, puisqu'elles sont obligées de se cacher, qu'elles sont davantage à la merci des violences. Ça existe. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? Nous, on constate les mêmes choses, ça existe, mais c'est pas la loi qui en est la cause. Les témoignages des personnes qu'on recueille, qui ne sont pas sur ces plateaux aujourd'hui parce qu'elles ont honte, parce qu'elles sont précaires, qu'elles sont étrangères, qu'elles ne peuvent pas parler, elles ont peur pour leur vie. Ces personnes-là, avant 2016, en 2010, en 2000, et avant ça, elles nous disaient déjà qu'il y avait des violences, elles étaient déjà tuées, elles étaient déjà précarisées. En quoi ça protège les prostituées de pénaliser les clients ? La loi de 2016, elle ne fait pas que pénaliser les clients. Ça, c'est une mesure qui est importante parce qu'elle lève l'impunité sur les personnes qui sont y compris responsables d'un trafic
mondiale d'exploitation sexuelle. Les personnes qui sont là disent avoir fait un choix, et je le respecte. Mais la majorité des personnes qu'on rencontre, nous, qui sont dans nos permanences d'accueil, sont des personnes qui sont victimes de trafic d'êtres humains, qui sont victimes d'exploitation, qui sont victimes de prostitution qu'elles n'ont pas choisie. Et pour cette majorité-là, il fallait une loi qui soit complète, et c'est le cas de cette loi, avec des priorités sur l'hébergement, qui crée effectivement un dispositif pour qu'elles puissent en sortir si elles le souhaitent, et qui crée dans chaque département un plan d'action départemental pour assurer leur protection, leur assistance et la prévention. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que cette loi, elle n'est pas appliquée. Justement, puisque vous dites cette loi, elle n'est pas appliquée, Denis Ponton, qui est l'ancien patron de la brigade de répression du proxénétisme de Strasbourg, les policiers aujourd'hui en France n'appliquent pas cette loi ? En ce moment, en harcelant les clients, on fragilise les prostituées qui vont vivre dans la clandestinité, et ce n'est pas le rôle de la police. D'accord ? Donc... Quand vous disiez tout à l'heure que la situation n'avait fait que s'aggraver, est-ce que vous pouvez développer un peu ce point-là ? Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain ? Je constate qu'il y a de plus en plus de prostitution, que les clients, même en étant verbalisés, ils continuent à fréquenter les prostituées. Il y a de plus en plus de filles qui viennent de l'Est de la France, de l'Est de la France, excusez-moi, c'est moi qui viens de l'Est de la France, de l'Est de l'Europe. Voilà. Et donc, en fait, il faut savoir comment que ça se passe, quoi. Ces prostituées, elles sont souvent enlevées à la sortie de discothèques, elles sont mises dans des maisons où elles sont dressées. C'est terrible ce qu'elles connaissent. Lorsqu'elles sont sur le trottoir à Strasbourg, par exemple, pour elles, c'est presque du bonheur par rapport à ce qu'elles ont connu. Quand l'après-midi, vous les voyez Quand vous les voyez à quel l'après-midi, elles sont ensemble à la terrasse d'un café, elles mangent, elles rigolent, insouciantes. À 5 heures, elles mettent leur peinture de guerre et elles reviennent sur le trottoir. Et donc, bien sûr, c'est des victimes du proxénétisme. Personne n'a arrêté autant de proxénètes que moi. D'accord, j'en ai arrêté plus que le nid. J'ai rien contre le nid. Vous faites votre travail, c'est bien. Je dis que les policiers n'ont pas pour mission d'aller harceler les clients des prostituées. De toute façon, en plus, on n'arrêtera jamais la prostitution comme ça. C'est impossible. Alors, moi, je vous relate ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que je vois c'est qu'il y a de plus en plus de prostitution. Je suis désolée, je réagis de façon épidermique parce que quand vous dites que sur le trottoir à Strasbourg, c'est le bonheur, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qui m'a fait réagir. Par rapport à ce qu'elles ont connu, la situation. Mais il faut lutter contre le proxénétisme, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas lutter contre les clients. Quand je vous entends dire que c'est du bonheur pour ces personnes-là, j'ai en tête 3 personnes que j'ai rencontrées à Strasbourg dernièrement qui sont passées par la Libye, par des trafics horribles et qui me disaient que quand elles arriveraient en France, elles pensaient que ce serait terminé. Elles étaient mises en esclavage en France de la même façon. Pour moi, le rôle des policiers, c'est de protéger des personnes qui sont victimes d'une violence extrême. Et c'est ça le rôle des policiers. Que ce soit en luttant contre le proxénétisme ou en arrêtant les clients. Il faut savoir, mes amis, que les travailleurs du sexe transgenres sont la cible de 2 fois plus d'agressions du fait de leur identité. Voici le hashtag quotidien d'un prostitué, d'une prostituée. En realidad yo soy argentina, mi país, digamos, hoy en día tenemos leyes inclusivas, digamos, con el hecho de la transexualidad, pero la transexualidad en el mundo sigue siendo un tabú y todos los gobiernos de todos los países del mundo son hipócritas. La totalité del bois. Todas las trabajadoras sexuales somos inmigrantes sudamericanas, haitianas, cubanas, venezolanas, peruanas, argentinas como moi, con el objetivo de mejorar un futuro. Me pegaron una vez aquí por no permitir de que le robaran la guatura al cliente que estaba ocupado conmigo. Tenemos gas lacrimógeno, picanas eléctricas, palos. Generalmente estamos siempre en las plazas, trabajamos 2 o 3, pero llega un momento de que, bueno, alguna se va, la otra no viene, en algún momento quedás sola, como estoy en este momento yo ahora, estoy yo solita, yo sola en mi camión, ¿entendés? Pero vos, si te va a pasar algo, te va a pasar arriba o abajo. Los tipos no sabes con qué vienen, no sabes con qué te da. Una viene y le abre la puerta a la persona que se pare, a demandar precio o a demandar el servicio que una ofrece, ¿no? Pero no es seguro.
Et je me trouve aux côtés de Péchachat. Bonjour, vous êtes une ancienne stripteaseuse, vous avez travaillé dans des bars à hôtesse et vous proposez depuis 2015 des cours d'autodéfense, justement, destinés aux travailleurs du sexe pour enseigner les techniques de défense physique. Est-ce que vos stages sont rendus, d'après vous, encore plus nécessaires depuis 2016 ? Oui, alors c'est un projet qui est né en 2015 avec déjà la crainte planait avant le vote de la loi qui pénalise les clients. Et le fait que cette loi ait été votée a fait que on a vraiment continué très sérieusement ce projet. On fait de l'autodéfense par urgence en fait pour assurer notre sécurité. Là, le contexte est très compliqué dans la mesure où la loi qui pénalise les clients précarise les travailleuses du sexe. C'est-à-dire que, par exemple, comme les clients ont peur de se faire attraper par les flics, les travailleuses du sexe de rue ou qui travaillent dans le bois vont par exemple devoir se cacher de plus en plus. Donc plus on est caché, plus on est isolé, plus on devient des proies aussi pour des agresseurs. Ensuite, il y a la loi sur le proxénétisme aussi, le proxénétisme hôtelier qui empêche toute entraide. C'est-à-dire que si des travailleuses du sexe veulent s'organiser pour louer un appart à plusieurs, elles vont être, à cause de cette loi, proxénètes les unes des autres. Il va être aussi impossible d'avoir un videur en bas de l'immeuble pour nous protéger. Donc voilà, l'entraide, la solidarité sont difficiles. On se retrouve à être isolé, marginalisé. Et donc tout ça, ça crée un contexte où les violences deviennent possibles et facilitées pour les agresseurs. Donc en fait, les travailleuses du sexe deviennent des cibles privilégiées pour les agresseurs. Le gouvernement, en mettant en place des lois comme ça, est en train de dérouler un tapis rouge pour les agresseurs. Et donc la solution aujourd'hui, vous dites, c'est l'autodéfense, les stages d'autodéfense? Non, c'est une solution d'urgence, mais en fait, c'est une solution qu'on a créée en communauté pour justement être ensemble et essayer de développer des armes pour rester en vie. Le fait même que cet outil soit créé, ça devrait suffire à alerter les pouvoirs publics sur la gravité de la situation. La vraie solution, alors, ce serait quoi? La décriminalisation totale du travail du sexe. Il se dit plein de choses sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Par exemple, le Shirotaku qui nous dit « Les femmes ne sont pas consentantes, droguées, pour moi j'appelle ça un viol ». Ou encore Yasmine qui nous dit sur le hashtag FlashTalk « Si la définition du proxénétisme est large, celle de la traite et de l'exploitation sexuelle ne le sont pas. Les directives européennes sont très claires à ce sujet ». Voici Mikaya, c'est notre cartooniste, il suit l'émission, il croque sur son papier avec ses feutres. Qu'est-ce qui se passe ici, camarades? Sur la prostitution, c'est un travail comme les autres. La prostituée qui dit à part que c'est le client qui pointe. Effectivement. Et un dernier dessin. Deux dessins. Allez, 2 dessins. Sur la pénalisation dont on vient de parler, le client qui demande c'est combien et la prostituée qui dit 50 € la pipe, 100 € l'amour, 1500 € l'amende. Ouais, effectivement. Allez, le tout dernier avant qu'on retourne sur le tapis de Flash Talk. Eh bien, pénalisation du client, jusqu'où iront-ils? Un policier qui chope quelqu'un et qui dit à la prochaine récidive, vous êtes bon pour la capote électronique. Celle-ci, on la connaît pas. Il faut déposer le brevet, Mikaya. Ah là, voilà. Là, on tient une idée en or. Alors, je suis avec Alain Pocard. On parle beaucoup de la pénalisation des clients depuis tout à l'heure. Vous allez me dire si vous vous considérez ou pas comme un client. Alain Pocard, en tout cas, vous êtes écrivain, auteur de Tartuffe au bordel, signataire de la tribune Les 343 salauds. Une tribune qui, en quelques mots... je me rappelle plus ce qu'il y avait dedans, mais de toute façon, je la signais. Alors... Une tribune qui revendiquait la liberté de recourir au service des prostituées. Écoutez, quand on dit qu'on veut punir les clients de prostituées, vaste programme. Car il y a 2 sortes de clients de prostituées. Il y a ceux qui vont les voir parce qu'ils n'ont pas de femmes, et il y a ceux qui vont les voir parce qu'ils en ont une. Ça fait beaucoup de monde quand même. Bon. Si un homme vous dit « Oh, moi, de toute ma vie, je ne suis jamais allé aux putes », car c'est comme ça qu'on dit, aller aux putes, eh ben, je vais vous dire, soit c'est un menteur, soit... Alors moi, je vais témoigner en tant qu'ancienne victime de viol. Les gens comme vous, en fait, ils racontent n'importe quoi. On va vous donner la parole, madame. Je ne suis pas un criminel. La prostitution participe à la culture du viol. J'ai jamais violé de femme. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous rencontrez un monsieur qui vous dit « De toute ma vie, je ne suis jamais allé aux putes », car c'est comme ça que ça se dit, soit c'est un menteur, soit il n'a même pas fait une expérience érotique de sa vie. Enfin, c'est absolument incroyable.
Mais je fréquente pas les gens qui... Je fréquente pas les puritains. On veut transformer la société française en une société de pasteurs suédois. Et moi, je suis un latin, je suis pour la liberté. Voilà. Autre chose. Madame a parlé tout à l'heure de la libre disposition du corps. C'est ce qui est dans la loi de Napoléon, écrite par Cambacérès. Il a une rue à Paris qui dit qu'on a la libre disposition de son corps. Et c'est pour ça que dans la loi française, jusqu'à aujourd'hui, la prostitution n'est pas un délit. Ce qui est le délit, c'est le proxénétisme et le racolage. Mais on a vu avec monsieur... Le racolage a été supprimé, c'est plus un délit aujourd'hui. Ah, c'est assez compliqué parce que ça veut rien dire le racolage. Que cligner de l'œil, c'est le racolage et tout. Mais je voudrais dire aux féministes, j'ai une petite chose à leur dire. Vous voulez interdire la prostitution, mais mesdames, dans l'histoire de France, ça a déjà été fait. La prostitution a été supprimée une fois pendant 1 an. C'était en 1254. C'était Saint-Louis, roi très, très croyant, très pieux, il trouvait que c'était pas bien. Il l'a supprimée. Et il l'a remise au bout d'1 an parce que c'était une catastrophe. Il n'y avait plus aucun contrôle. On ne savait plus qui faisait quoi, avec qui et tout. Les horribles mafieux, notamment les Albanais et tout. C'est pas la tâche des féministes, c'est la tâche de la police et de la justice, enfin. Moi, je suis avec Françoise Gilles, présidente de l'association Bus des femmes. Qu'est-ce que vous pensez, de ce qu'on se dit sur le plateau? On parle de féministes, c'est un certain courant féministe, abolitionniste. Et ça fait depuis 2011 qu'elle travaille d'un point de vue purement idéologique et dogmatique, à vouloir interdire la prostitution. Et sans jamais demander l'avis des premières concernées. Il ne faut pas confondre la prostitution choisie, on le dit, on le répète aussi depuis belle lurette, et les réseaux. Le seul gros problème dans la prostitution, ce sont les réseaux. Et c'est la lutte contre les réseaux, c'est de la compétence exclusive de l'État, voire de l'Europe. Et embêter les clients, enfin plus que les embêter, c'est aberrant. Et moi, je rejoins le monsieur sur le puritanisme. On vit dans une société complètement aseptisée. Et sans transition, votre avis sur les maisons closes? Alors on parle souvent, il y a ce serpent de mer, on me dit pourquoi est-ce qu'on réouvrirait pas les maisons closes? Parce que les gens qui disent ça, c'est qu'ils n'ont aucune idée de la question. Et la solution de facilité, c'est on va les caser dans une maison close. En plus, ça profitera à l'État certainement. Donc je reprends la proposition qui a été faite tout à l'heure, de petites coopératives autogérées où les travailleurs du sexe peuvent travailler tranquillement, sans proxénète, comme libéral, un métier, une profession libérale. Oui. Je vous entendais réagir, râler tout à l'heure au propos d'Alain Pocard. Comment vous appelez? Je m'appelle Catherine Tissier. Vous représentez une association? Je ne représente pas une association, mais je suis abolitionniste et je suis réalisatrice d'un film. J'ai filmé La marche de Rosa Nischer. Je voulais réagir à cet argument que je trouve complètement bidon, de dire que cette histoire de loi ne concerne que les personnes prostituées. La prostitution, ça concerne l'ensemble de la société. À partir du moment où la consommation d'actes sexuels est autorisée, les hommes peuvent s'autoriser à consommer n'importe quelle femme. Donc ça concerne l'ensemble des femmes, ça concerne absolument tout le monde. Et moi, en tant que femme, je suis concernée. À travers cette loi, il s'agit de changer les mentalités, il s'agit d'éduquer les jeunes. Évidemment, ce n'est pas en claquant des doigts qu'à partir de maintenant, les relations hommes-femmes vont changer du jour au lendemain. C'est dès la maternelle, dans les collèges, et qu'il faut poser une loi, qu'il faut dire non, on n'achète pas le corps de quelqu'un d'autre. On ne vole pas, on ne tue pas et on n'achète pas le corps de quelqu'un d'autre. Voilà. Pardon, excusez-moi, oui, j'ai une équipe ici. Oui, c'est ça, on paye une... Je vais avoir un ou une porte-parole. Giovanna. Alors, déjà, le consentement entre adultes consentants, moi je trouve que c'est un droit fondamental qui ne doit pas vraiment être atteint tout simplement parce que des personnes ici croient que la morale et que la future société doit être épargnée de la prostitution, etc. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où nous sommes autodéterminés dans le travail du sexe, on doit être respecté et entendu. Et le débat des fonds, c'est effectivement ça pour la garantie des droits fondamentaux des personnes, pour la santé publique. Merci Giovanna. Le débat, en tout cas, est enflammé et passionné.
Alors la prostitution n'est plus exclusivement aujourd'hui dans la rue, elle est partout sur Internet, mais aussi et surtout désormais sur les réseaux sociaux. C'est le Story Flash de Juliette Jean. Aux yeux de certains, la prostitution peut être quelque chose de glamour. On appelle ça l'effet Zaya, du nom de l'ancienne escorte des Bleus, maintenant reconvertie dans la mode. La prostitution s'invite aussi dans la télé-réalité. Le blogueur People Jérém Star, qui a lui-même des démêlés avec la justice, a révélé l'existence d'un réseau d'escortes au sein de ses émissions de divertissement. Le témoignage d'une candidate est accablant. Je suis partie à Casablanca. On arrive sur le lieu de l'événement avec la candidate avec qui j'étais partie. Et en ouvrant la porte, on tombe sur une partouze en fait. J'ai compris que j'avais mis les pieds dans un réseau de prostitution. Ces nouveaux modèles de prostitution tout en strass et paillettes viennent renforcer un phénomène qui existe depuis plusieurs années chez les plus jeunes. Celui des sugar babies, ces jeunes filles qui se font entretenir par des hommes riches, les sugar daddies. Voici un exemple de profil d'une sugar baby. Prêt à raquer et à te mettre à mes pieds? Et le message d'un sugar daddy. Je recherche une sugar baby honnête et loyale à gâter avec de l'argent. PayPal et appli de cash accepté. En octobre 2017, une affiche faisant la publicité de ce type d'échange était postée juste devant l'université Paris-Descartes, en plein quartier latin. Au-delà de la fac, ce phénomène concerne aussi les lycéennes, voire les collégiennes, qui se prostituent via les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. Sommes-nous déjà face à une nouvelle forme de prostitution ? Alors Anaïs, vous êtes travailleuse du sexe, vous exercez notamment sur Internet via les réseaux sociaux, mais pas seulement. Tout à fait. Alors j'exerce en fait sur petites annonces en France et j'exerce aussi à l'étranger dans des maisons closes. J'exerce depuis plusieurs années. J'ai commencé bien avant le passage de la loi. Avec le passage de la loi, j'ai vraiment vécu et ressenti un changement énorme au niveau de la sécurité et du nombre de clients qu'on avait. Donc je suis partie en fait travailler en maison close dans les pays limitrophes. C'est après la loi de 2016 que vous avez décidé de cesser de travailler dans la rue parce que c'était devenu trop dangereux, c'est ça? Alors moi, je n'étais jamais dans la rue, j'ai toujours été sur Internet, vraiment. J'ai jamais été ce qu'on appelle une traditionnelle. J'ai toujours travaillé par Internet. Mais par contre, comme il y avait moins de clients du fait de la loi, ça a été très net. Du jour au lendemain, on a perdu énormément d'appels. Même sur Internet? Même sur Internet. Donc je suis partie dans les pays limitrophes pour essayer les salons. Et ce que je remarque dans les salons, c'est que ça implique un fichage, une surveillance, des conditions de travail qui sont relativement médiocres, parce qu'on est parqués comme des bêtes dans des endroits qui sont ou des quartiers assez pourris ou des zones industrielles. Et puis ça implique qu'on ne fait pas ce qu'on veut, parce que le patron a toujours intérêt à qu'on travaille le plus possible. Donc on n'a pas la possibilité de choisir et de dire non. Or moi, dans mon travail, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours dit non aux clients que je ne voulais pas. Et quand on nous dit qu'on n'a pas le choix, ce n'est pas vrai. On peut dire non à un client. Et quand j'étais en France, avant la loi, c'était quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus sain, beaucoup moins dangereux. Et quand je suis en France, je vois les collègues qui sont obligés d'accepter de plus en plus des choses difficiles, qui sont obligés de baisser leurs tarifs, qui sont obligés de négocier avec des clients qui imposent des choses, ce qui ne se faisait pas avant. Alors, quoi qu'on pense du travail sexuel, je pense que l'important, c'est pas la vision qu'on en a ou ce qu'on voudrait dans un monde idéal, mais comment faire pour que toutes les personnes qui exercent puissent le faire dans des conditions de sécurité. Et la loi telle qu'elle est à ce jour, elle nous met toutes en danger. Elle nous met dans des conditions qui sont extrêmes. Et on a toute cette angoisse, cette crainte. On a de plus en plus effectivement peur. Et c'est une peur qui est justifiée parce que c'est des pratiques qu'on nous impose qui mettent en danger notre santé. C'est des conditions de travail qui font que nous sommes de plus en plus vraiment des personnes précarisées. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Hugo. Hugo, ça va? Tu vis où, Hugo? Je vis sur Saint-Ouen. Bon, est-ce que toi, tu as déjà eu sur le net, pendant que tu surfes, des pop-up, des pubs qui ressemblaient à de l'incitation à la prostitution? Oui, mais j'ai même vu ça dans la rue. Il y a des fois des flyers qui sont posés sur les voitures pour des salons de massage qui sont en fait pas du tout des salons de massage, mais des salons de prostitution. Donc c'est quand même assez visible. Puis il suffit de marcher à Belleville pour voir la prostitution très très visible. On voit. Et sinon, sur Twitter, sur Snapchat, les réseaux sociaux, tu vois des choses qui te font penser à ça?
Sur Snapchat, alors j'ai pas Snapchat, par contre j'ai beaucoup d'amis qui ont Snapchat, et bien oui, j'ai vu ça aussi. En fait, c'est des annonces, des espèces d'annonces, comme ça se fait aussi pour la drogue. C'est des dealers qui vont faire des annonces pour vendre de drogue. Et ben là, on a la même chose pour la vente, ou en tout cas de la marchandisation des relations sexuelles. Internet, justement, je voulais en parler aussi avec Rita, qui est juste là. Bonjour Rita. Bonjour. Alors Rita, disons-nous les choses, tu te prostitues sur Internet depuis 4 ans déjà. En parallèle, tu es étudiante en lettres, en 2e année, et toi tu t'es tournée vers la prostitution parce que tu avais besoin d'argent en fait. En fait, quand on travaille, c'est souvent parce qu'on a besoin de thunes, l'air de rien. Donc oui, effectivement, je commençais à faire du travail sexuel parce que j'ai besoin d'argent. Après, si quelqu'un ici, par exemple, nos amis d'Uni, veulent bien me filer 15 000 € par mois pour que je n'ai pas à travailler, moi je veux bien. Est-ce qu'il y a 15 000 €, il y a un chèque, une... Non, il y a moins, il y a plus de budget. Mais c'est ce que tu gagnes par mois, toi? Non. Depuis la pénalisation des clients, c'est la catastrophe. Parce que mais moi, j'ai énormément... Même sur Internet, hein. C'est ça, même sur Internet, c'est vraiment une catastrophe depuis la pénalisation des clients. J'ai énormément de mal à travailler en imposant le port du préservatif. Sérieusement? Ah oui, sérieusement, oui, parce que depuis la pénalisation des clients, on a beaucoup de mal. Il y a des chiffres qui ont été rendus par l'association Médecins du Monde. Par exemple, il me semble que c'est 36 ou 38% de travailleurs du sexe interrogés qui ont énormément de mal depuis la pénalisation des clients à travailler en imposant le port de la capote. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que des étudiants qui sont dans un cas d'études sont dans le besoin de travailler? Parce qu'effectivement, on doit payer des frais de scolarité derrière, on doit payer des logements, on doit payer la bouffe, on doit payer le loyer. Est-ce que tu te sens plus libre en faisant le travail que tu fais sur le net? Oui. Oui, complètement. Et de toute manière, par exemple, il y a aussi des trucs que j'ai entendus. Là, tout à l'heure, je vais revenir dessus. Par exemple, le leitmotiv des féministes contemporaines majoritaires actuellement, c'est de contrôler le corps et la sexualité des femmes. Donc maintenant, là, j'ai entendu quand même des choses à part d'associations abolitionnistes et féministes. J'ai entendu consommer une femme. Sérieusement, consommer une femme, je vends un service sexuel, je ne vends pas mon corps, ça n'a strictement rien à voir. Et ce sont en plus des associations féministes donc, qui disent que le travail sexuel est une insulte au corps des femmes, qui ensuite vont employer des expressions comme consommer une femme, acheter une femme. Enfin, je trouve ça mais désolant et c'est une horreur, ça m'agresse. Je disais que tu te prostituais depuis 4 ans. Déjà, tu as commencé à quel âge? J'ai 21 ans, j'ai commencé à, 17 ou 18 ans. Donc mineur à la frontière de... Frontière. Non, je viens d'avoir 18 ans. Merci. Je suis avec Mariam Touré, qui a envie de réagir à ce qui vient d'être dit. Mariam, vous êtes présidente et fondatrice de l'association Liberté d'agir scolaire. Vous intervenez dans les collèges et dans les lycées pour lutter contre la violence et vous racontez que vous êtes confrontée au quotidien à des jeunes filles qui se prostituent de plus en plus jeunes. Ça fait 8 ans qu'on a monté l'association Liberté d'agir scolaire et on intervient notamment surtout sur les violences faites aux femmes. On parle d'être humain, d'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand une femme grandit, elle devient une femme, pas une prostituée. Quand un garçon grandit, il devient un homme. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, quand j'entends que c'est normal qu'une femme se prostitue pour de l'argent, il faut savoir que moi je travaille que je travaille depuis longtemps à l'éducation nationale. Effectivement, les filles d'aujourd'hui, elles ont entre 12 ans et 13 ans. Effectivement, elles font grandes. Elles sont beaucoup maquillées, elles sont matures. C'est une réalité. Parce que ces filles-là veulent effectivement du matériel. Attendez, Mariam, vous êtes en train de me dire qu'à 12 ans, 13 ans, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui veulent se prostituer pour gagner de l'argent? Exactement, ça s'appelle de la pré-prostitution. Aujourd'hui, il y a des filles, même des primaires. Il faut savoir, pour un paquet de pépitos, elles peuvent faire... Oui, rigolez bien. C'est extrêmement grave. Il y a des mineurs qui se prostituent. Il y a des mineurs qui se prostituent pour avoir un téléphone, pour avoir des bijoux, pour avoir des gâteaux, pour même aller au restaurant. Ces jeunes filles-là n'ont pas forcément la morale à leur âge de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour elles. C'est une question, effectivement, c'est pas l'éducation. C'est pour ça qu'il y a 8 ans, on a monté l'association LAS, justement pour parler de ces problématiques-là, parce que c'est devenu tellement banalisé qu'on se rend même pas compte. Vous voulez rajouter quelque chose? Ouais. Déjà, tout d'abord, j'aimerais rebondir sur l'argument qu'a donné la jeune demoiselle, qui a dit... Rita. Rita, exactement. Qui a dit « Donnez-moi 15 000 € et j'arrête ce que je fais ». D'accord, ok, c'est bien beau. Mais alors, dans ce cas-là... D'accord, j'arrête de travailler. Mais quand vous parlez de travail, vous parlez de prostitution, on est d'accord? Oui, parce que D'accord, oui, d'accord. Je peux finir, s'il vous plaît? Alors, dans ce cas-là, on peut dire aux dealers de drogue, enfin, les dealers de drogue peuvent dire « Donnez-moi 15 000 € et moi aussi, j'arrête de travailler ». C'est la même chose. C'est la même chose. Et les dealers aussi vendent du plaisir. Certains qui consomment, pour eux, c'est un plaisir, la drogue. C'est la même chose. C'est la même chose.
Je vends un service qui regarde que le client et moi. Je ne vends pas de stupéfiants. D'accord, je veux bien. Non, mais c'est D'accord. très dangereux. Là, Mais vous êtes en train d'objectiver quand même. Non. Moi, ce que je pense, c'est que faut pas normaliser cette chose. La prostitution, c'est pas quelque chose de bien. Regardez ce que la prostitution engendre. J'ai vu que madame ou monsieur, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Écoutez-moi. Bon, chacun fait ce qu'elle veut, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un problème. Je vois un t-shirt justice pour Vanessa. Pourquoi madame porte ce t-shirt? Parce que Vanessa est morte en faisant quoi? En faisant la prostituée. Non, en défendant un client, ça n'a rien à voir. Ça revient au même. Donc quoi? Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que c'est de sa faute si elle est morte? Non, je dis absolument pas ça. Mais je dis que la prostitution crée beaucoup de problèmes. Pas la prostitution en soi, c'est les conditions d'exercice qui créent des problèmes. C'est clair. Moi, je suis avec Axel et Ibrahim, qui sont des cadreurs pour nous aujourd'hui. Ils ont des smartphones, on leur a confié. Ils sont en train de filmer cette émission. Ils écoutent tout ce qui se passe. Tout à l'heure, Mariam nous parlait de plus jeunes aussi sur les réseaux sociaux qui pouvaient proposer des services tarifés. Et vous qui êtes sur Snapchat, vous m'allez dire, ah, mais moi j'ai déjà vu. C'est ça, je me trompe pas? Oui, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que tu as vu alors? Par exemple, des snaps de personnes qui proposent leurs tarifs à des prix réduits, on pourrait dire, parce que c'est sur les réseaux sociaux. J'ai déjà vu, par exemple, par paiement via PayPal, des cartes, PCS, tout ça, j'avais déjà vu ce genre de snap qui incite à la prostitution. Mais des gens que tu connais qui sont sur tes réseaux? Oui, tout à fait. Okay. Et toi, t'as quel âge, 17 ans. Axel? 17 ans. 17 ans. Ibrahim, ça t'est arrivé aussi? Moi, j'avoue, je suis pas sur Snapchat, je suis plus sur Snap, mais c'est comment maintenant? Ça m'est arrivé la même chose que mon collègue. Je vois des femmes qui envoient des snaps pour faire leur pub et nous demander de la pub en fait. Pour qu'on partage leur réseau pour qu'ils aient plus d'adhérents. C'est ce que vous avez fait ou pas? Non, je suis pas comme ça. Ah, il a dit je suis pas comme ça. Non, mais je fais pas ça en fait. Je fais pas ça. On a entendu. En tout cas, merci d'avoir filmé cette émission et de participer aussi, puisqu'on a, vous l'avez entendu, hein, tous les avis, tous les gestes, tous les horizons réunis aujourd'hui à Paris autour de ce tapis de Flash Talk. Vous aussi, hein, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, pardon, monsieur, excusez-nous, vous nous donnez votre avis avec le hashtag Flash Talk. Il y a par exemple Roi Breton qui nous dit la prostitution, c'est un truc horrible et répugnant qu'aucune femme devrait faire, mais vendre des nudes sur Internet, là aussi, il y a un souci. Ou encore Hugues Salin qui dit comment un client peut-il faire la différence entre une prostituée entre guillemets libre et une autre contrainte. C'est impossible, voilà pourquoi le client doit être pénalisé. Je me tiens aux côtés maintenant de Mélanie, notre community manageuse. Première question, Mélanie, faut-il interdire la prostitution? Eh bien, 82% pensent que non. Donc 18% pensent que oui. Eh oui, et puis la deuxième question. Pénaliser les clients, la solution magique, 80% pensent que non et 20% pensent que oui. Merci en tout cas d'être à chaque fois plus nombreux à participer à ces sondages et aussi à liker nos réseaux sociaux officiels. Mickaël, comment ça va? Ça va bien, c'était chaud quand même. Quelle émission hot. Alors on a parlé des progrès des techniques, hein, comme justement Internet et tout. Donc on voit un gars qui court avec son smartphone et qui dit réseaux sociaux pour le choix, géolocalisation pour la rencontre. Et le smartphone qui dit au 3e trottoir, tournez à gauche. Ok. Technique. Ouais, c'est ça. Puis on a parlé aussi de la société, de l'ensemble, parce qu'il y a aussi des clients. Et bon, j'ai pensé aussi à certains footballeurs qui ont l'habitude aussi d'utiliser des prostituées. Prostitution et football, qui dit nous aussi, on aime faire des passes. Ah, bien vu, bien sûr. Et pour finir, la grande question, est-ce que c'est vraiment le plus vieux métier du monde ? Et une dame qui répond du temps de Cro-Magnon qui se fait tirer par les cheveux dit « Ah, faux, à l'époque, on n'arrivait pas à se faire payer. » Bien vu, Mickaël, bravo. On se retrouve bientôt, évidemment. Allez, je vais rejoindre Sonia, il me suffira de traverser la rue. Peut-être pour trouver un emploi, je ne sais pas. En tout cas, peut-être aussi le plus vieux métier du monde, Sonia. Allez, il est grand temps d'appeler Eddy Modio, comédien que vous connaissez bien dans Flash Talk, qui a suivi avec beaucoup d'attention ce débat du jour et qui va venir le conclure. Eddy Modio, qu'on accueille sous vos applaudissements. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je vous avoue que moi la prostitution, j'y connais absolument rien jusqu'à aujourd'hui. Pour moi une maison close, c'était juste quand je rentre chez moi et que j'ai pas les clés. Et quand j'entendais le mot pute, c'est juste pour décrire un pote qui me pique mes frites.
au resto. Donc je vous avoue que là je suis arrivé en totale page vierge. Voilà, j'étais une page vierge. Et donc j'ai entendu plein de choses. Faut-il interdire la prostitution ? J'ai entendu non, ça mettrait des gens pires qu'au chômage, c'est-à-dire sur le trottoir, mais pour y mourir. Ok. J'ai entendu oui, à cause des violences, parce que c'est immoral. J'ai entendu que la prostitution, c'est considérer le corps humain comme un objet. J'ai entendu quelqu'un dire la prostitution, c'est être libre de son corps, justement. Ok. J'ai entendu que la prostitution, c'était de la survie, que le client proxénète tue des prostituées, que la prostitution, c'est de l'esclavagisme, qu'il fallait peut-être avoir un diplôme de prostitution et que dans ce diplôme, on aurait des cours d'autodéfense. J'ai entendu que les clients, c'était des prédateurs. J'ai entendu laisser la liberté absolue. J'ai entendu qu'il y avait des sexualités propres. C'est quoi le concept? C'est comme les énergies propres, c'est-à-dire que c'est du sexe renouvelable? Je sais pas. J'ai entendu que c'était le métier le plus vieux du monde. Je croyais que le métier le plus vieux du monde, c'était être parent. Peut-être qu'il y a un lien, j'en sais rien encore une fois. J'ai entendu que pour un paquet de gâteaux, il y a des jeunes qui se prostituent. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai entendu, je vends pas mon corps, je vends du plaisir. J'ai l'impression que dès qu'on parle de prostitution, c'est un peu le bordel. Tout le monde s'excite. Tout le monde essaye de se battre pour quelque chose. Et j'ai aussi l'impression que ça fait mal. Parce que, mine de rien, on se bat tous pour la même chose. On veut pas que les gens souffrent. Alors au lieu d'essayer d'interdire quoi que ce soit, si on faisait en sorte que personne ne souffre. Merci Eddy. Merci à vous. Eddy Monio qui conclut avec nous les émissions de Flash Talk, puisque cette émission... sensible. Frère, on t'a envoyé au feu. Ah mais j'ai vu ça là, j'ai Ah là ça. Merci en tout cas, puisque c'est déjà la fin de cette émission, Sonia. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Flash Talk continue. On se retrouve très vite pour des nouveaux débats citoyens en public, toujours sur François, toujours sur LCP, toujours avec Eddy et Raphaël. À bientôt. Salut.